En votre nom à tous, j'accueille Pierre Vert, qui a projeté de nous faire une conférence intitulée « 3000 ans d'évolution du concept médico-chirurgical en France ». Je ne me suis pas trompé, c'est bien 3000. C'est pas 2000, c'est 3000. Voilà, Pierre, nous te remercions beaucoup de nous consacrer ce temps et nous te donnons la parole. Je vous remercie infiniment et vous demande pardon de vous présenter un pauvre diable en fin de vie. Mais je tenais à vous faire ce... Qu'est-ce que c'est ça? C'est la télécommande pour défiler. Alors j'appuie où? La gauche et à droite. Gauche, droite. Droite, ça va où? Ça change. D'accord, d'accord. Je suis heureux de vous présenter ce travail parce que ce n'est pas facile de concevoir comment l'homme a appris à se soigner et savoir pourquoi. C'est une rude affaire et Victor Hugo me tire bien en embarras puisqu'il a écrit « Ces choses-là sont rudes, il faut pour les comprendre avoir fait des études ». Ça me met donc à l'abri. D'autre part, de tout temps, l'homme a suivi des blessures et des maladies. Il a essayé de comprendre et de traiter. Et il l'a fait au cours des périodes successives que nous allons voir. Nous commencerons à la médecine celtique parce qu'avant c'est trop compliqué. L'Empire romain, le Moyen-Âge, la Renaissance et enfin, et surtout, l'explosion scientifique du 19e et 21e siècle. Nous allons par conséquent de la croyance, pour ne pas dire de la crédulité, à la science. Et de toute façon, le concept de base est partout le même. Il faut altruisme, compassion, humanisme. Et la création du pacte de soins de Paul Ricoeur n'est pas nulle. Confiance, conscience. Et Rabelais nous avait très bien dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voici donc les deux aspects matériels et spirituels qui sont compliqués par le fait que les progrès scientifiques amènent des avantages, mais aussi il y a des risques, il y a dans leurs applications, et l'homme risque de se prendre pour le Dieu créateur, comme nous allons le voir. Schweitzer a dit « L'homme doit éviter de creuser sa tombe ». Retenez bien ce principe. Il est de plus en plus d'actualité. Et Spinoza avait tout compris, ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Et comprendre quoi? Dans la médecine celtique, c'était les druides qui accomplissaient ça, cette médecine, exclusivement des hommes, une vraie classe sacerdotale. Ils étaient vêtus de robes blanches avec un sceptre en bois de sorbier. C'était les mythes qui dirigeaient. Les mythes, c'est-à-dire sacralisation, spiritualité et surtout virtualité. Mais quelle différence entre la virtualité de cette époque et les mystères informatiques de la nôtre. Le 11e, 10e siècle a été l'apogée de la chose et c'était le fait de l'intemporalité. Il n'avait pas la notion du temps, il n'avait pas la notion du présent et du monde inconnu de l'au-delà. Il n'y avait pas de frontière entre la vérité et le mensonge. La médecine naturelle était celle des druides. Elle se transmettait uniquement par voie orale. Elle comprenait essentiellement les incantations. 2 tiers de chant, 1 tiers de geste. C'était le mystère de la force contraignante, l'au-delà, toujours pareil. Et puis il faisait beaucoup de physiothérapie. Et Pline a dit que Crinet était l'inventeur de la thériaque. Ça, je n'ai pas pu le vérifier, mais c'est écrit par Pline. Il pratiquait aussi de la chirurgie. On a trouvé des crânes trépanés. Il travaillait les glaucomes, les caries dentaires. Les instruments chirurgicaux étaient nombreux.
Ils adoraient le thermalisme et ils avaient surtout de techniques de transe qui étaient des effets psychopathiques de la musique et de la danse. Le médecin rétablissait l'ordre selon trois notions: la magie, action religieuse relevant de la spiritualité, et puis deux rituels, savoir et savoir-faire. Le dieu du médecin des druides, c'était Dansley, il agissait sur le cerveau et les méninges. Et il avait trouvé que quand les méninges étaient atteintes, la vie était atteinte. La vie est dans le cerveau. C'est pourquoi, pour être sûr que les gens on l'a décapité. On a continué d'ailleurs fort longtemps, puisque vous savez que ce n'est qu'en 81 qu'on a supprimé la guillotine. Les principes étaient simples. C'était le rôle purificateur de l'eau et du lait de vache blanche, sans explication. La moelle osseuse dans le chaudron purificateur facilitait la guérison. Et le breuvage d'oubli dont on n'a pas la composition permettait à l'homme d'oublier. Alors vous voyez les mythes, c'est simple à cette époque: croyance, divin et sacré, nature. C'est une médecine simple. Nous arrivons à l'Empire romain, alors là tout se complique parce que, avec l'influence de l'Église, on commence à ne plus très croire aux croyances. Et la Pax Romana va faire disparaître celle des druides, mais on fait appel à leur pouvoir. 3 siècles à cette époque, Alexandrie était le centre culturel de l'Ouest, beaucoup plus Alexandrie que Rome. Et c'est Tibère qui a supprimé les druides par un senatus consulte. Les médecins, les chirurgiens n'étaient pas considérés, c'était le pas de la société. Et je tiens à signaler que, quand même, Hérophile, 300 ans avant Jésus-Christ, avait décrit au plan anatomique son fameux confluent vide. Au 1er siècle, après Jésus-Christ, la chirurgie se développe plus en Alexandrie qu'à Rome. C'est que on sait opérer la cataracte, on sait réséquer les épiphyses osseuses, on pratique les trépanations très bien. Galien a fait beaucoup de bruit à son époque. Il avait fait le tour de toutes les études de médecine. Il était chirurgien d'une école de gladiateurs ayant une riche clientèle. Il avait fait 2 ferments. Il a distingué les plaies pénétrantes et les plaies non pénétrantes de l'abdomen. Ça paraît rien à notre époque, mais pour l'époque c'était énorme. Et surtout il avait constaté que l'altération de l'évidence, l'hémiplégie, était opposée à la lésion du sang. L'observation, c'était la base de la médecine à cette époque. Le Moyen-Âge. Alors là, on va évoluer rapidement par la médecine arabe. Parce que les médecins arabes, vous nous envoyez, vont vous nous apporter tous les textes anciens, tous les manuscrits anciens de l'Orient. Bien entendu, c'est la diffusion des travaux d'Hippocrate qui va dominer. Et il nous apporte 2000 ans de civilisation, toutes ces civilisations d'Orient. Égypte, Babylone, Grèce, Romaine. Il y a 3 faits à retenir de l'invasion arabe. La révélation des manuscrits anciens, la modalité d'enseignement de la médecine, je vais le voir, et l'organisation rationnelle d'un vrai hôpital. La transcription des manuscrits, je vous laisse lire, elle est évidente, on ne va pas tous se détailler. Simplement, je vous signalerai le canon d'Avicenne, bien sûr, et puis le rôle de Maïmonide, qui était de Cordoue, qui avait voyagé beaucoup, qui était presque dans la communauté du Caire, et qui avait écrit beaucoup de choses, et qui a facilité beaucoup les connaissances. Parmi les traducteurs, le rôle de Constantin l'Africain, moine de Kérouan,
émigre en Italie, à Salerne et en Moncassa. Ça, c'est important. Parce qu'il traduit en latin les textes. Au XIIe siècle, Gérard de Crémone. Au XIIIe siècle, Alphonse XIII, Frédéric II. Bref, les révélations arabes nous font apparaître les noms comme Galien, Hippocrate, Avicenne, Averroès. En voici les images, je ne vous détaille pas, simplement sachez que Rhazès avait trouvé les principes de la goutte, des calculs rénaux, et les icônes pour M. Richard. Ses élèves avaient fait l'encyclopédie Continuus. Avicenne avec son canon à bulle cassis, chirurgien était prenait tout Cordoue. Et Averroès a travaillé sur la rétine. Ce qui est amusant, c'est l'école de Salerne, fondée par Constantin au XIe siècle, avec des messes laïques, avec pas que les prêtres. Une femme, une seule, Trotula, qui était la première gynécologue obstétricale. Et on a d'elle ouvrage d'hygiène sur le régime hindou. L'influence de la médecine arabe et de ses extensions est énorme parce que la France va s'adresser à l'Espagne, à l'Italie, c'est là où il y a eu les dépôts. Et Gerbert d'Aurillac, Barcelone, École de Reims, Raymond d'Agen, Constantin l'Africain. Autrement, à Paris, on va pomper au Maghreb, en Espagne, en Italie, les textes traduits d'Hippocrate et de Galien, et on utilise les travaux d'Avicenne, de Rhazès, de Bulcassis. Vous voyez l'intérêt de cette diffusion. Et ça va se traduire par quoi? Par les modalités de l'enseignement. Et il y a des écoles. Vous avez Salerne, vous avez Montpellier, où il y a déjà l'influence juive, Salomon Isaac. La création d'un diplôme attestant une connaissance médicale est le fait majeur de cette influence arabe. Les Arabes insistent beaucoup sur la cautérisation des plaies, quand vous voyez une image, sur l'hygiène de vie et sur les maladies contagieuses. Et à cette époque déjà, Avicenne a étudié la tuberculose. C'est quand même pas raison. Cette médecine arabe, deuxième fait, nous a appris l'organisation de l'hôpital de son Moyen-Âge. Le premier bimariste, c'est le vrai hôpital qui correspond au CHU de nos jours où on fait de l'enseignement et des soins. Ce premier bimariste est en 805 à Bagdad. Ce n'est pas hier. Mais vers en Andalousie, l'Espagne, 50 hôpitaux autour de Bulcassis, au XIe siècle. Vous voyez l'efflorescence. Vous voyez que l'arabe a joué sur notre concept, sur notre façon de voir, notre façon d'apprendre, notre façon de travailler. Le bimaristan, c'est un centre de soins et d'études sociales. Je n'ai pas trouvé d'image locale, mais je vous ai montré les résultats en France. C'est l'hôpital des Calvins et c'est le vieil hôtel Dieu, ancienne formule. Vous voyez qu'il y avait des hommes et des femmes séparés. La chirurgie, l'ophtalmologie, les maladies contagieuses, la médecine interne et les maladies mentales. Bon, vous entendez mieux? Alors, ce qui est amusant, c'est que les maladies mentales, les violents,
balnéothérapie, musicothérapie, au piano. Qu'est-ce qui se passe? Je retiens le micro, on vous entend mal. Tenez-le et gardez-le. Voilà, l'organisation est importante. Vous voyez que j'avais trouvé le médecin-chef, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. Avant, ça n'existait pas. Et surtout, la réalisation de registres sur lesquels on marquait les consultations et les soins. On devenait petit à petit plus technique. Et surtout, ils avaient appliqué de l'éthique déjà au IXe siècle, ce qui est très important. Et la formation des médecins était très simple, il y avait les livres, d'accord, mais surtout, c'était une pratique au chevet du malade et une formation continue tout au cours de leur existence. Ça, c'est vraiment la première modification importante des Arabes. Et nous sommes employés au Moyen-Âge. C'est les moines qui vont dominer la situation, parce qu'ils vont nous transmettre tout ce que Mercier a très bien étudié dans son article ici. Et je vous ai mis ici l'abbaye de Cluny et l'image du portique de Montpellier. Il y avait une triple charge, matérielle, spirituelle et sanitaire. Et ces hommes, ces moines travaillaient avec compassion. C'est ça, le secret de leur rôle, et ils avaient des risques mortels. Voilà en quoi consistait à l'époque le concept médical. Les abbayes conservaient le savoir de l'Antiquité transmetté, et il y avait des épidémies redoutées, bon, ça c'est connu, mais c'est cette domination de la médecine au Moyen-Âge monastique que vous voyez à Paris, à Montpellier, à Toulouse. Vous voyez apparaître Guy de Chauliac à droite, qui a écrit le chirurgien Magna en 341, et dont un exemplaire est ici à l'Académie, déposé, ce qui fait partie de nos richesses intellectuelles. Je vous ai représenté également l'amphithéâtre Saint-Côme, où se réunissaient les barbiers chirurgiens. Et je vous ai montré que, en effet, le moine polyvalent de départ était devenu spécialiste en 3 branches: les apothicaires, qui faisaient les plantes médicinales, et médecins et chirurgiens. Et les chirurgiens, il y avait 2 catégories: robe longue, robe courte. C'était eux les maîtres du fer et du feu. Le concept se précise. Lorsque l'on va fonder en 1260 à Paris le collège Saint-Côme des barbiers chirurgiens, qui à l'époque se réunissait dans l'amphithéâtre Saint-Côme. Plus tard, lorsque va se créer l'Académie de chirurgie de Lourdes-Véron, il y aura l'amphithéâtre Joubert. À Montpellier, Arnaud de Villeneuve est très important, Henri de Mondeville, surtout, qui préconise, lui, la suture immédiate des plaies, et auquel s'oppose Guy de Chauliac, qui dit laisser suppurer les plaies avant de les suturer. Voilà le début des discussions dans le concept thérapeutique. Comprendre pour pratiquer. On disait, Hippocrate était de Cos, maintenant il est de Montpellier. C'est une galéjade, mais qui flatte beaucoup les Montpelliérains. L'évolution de ce concept chirurgical, cette fois, se fait donc à partir de Guy de Chauliac et Ambroise Paré, que vous avez au droite, on a les images ici, et qui ont fait beaucoup pour l'évolution, avec Vézal, c'est-à-dire le début des constatations anatomiques. Le 19e siècle va poursuivre cette action. Et on va voir apparaître
les notions anatomo-cliniques. Troisième support du concept. C'est Dessau, Boyer, Dupuytren, Cruveilhier. Bon, j'ai mis quelques phrases de ces gens parce que c'est important. Alexis Boyer, à l'hôpital de la Charité, mon compatriote limousin, disait « La technique atteint de nos jours la plus grand progrès et semble avoir atteint, ou peu s'en faut, le plus haut degré de perfection dont elle paraît susceptible. Ne riez pas, je vous prie. » Guillaume Dupuytren, mon deuxième compatriote, doté d'un sale caractère. Il bougonnait souvent, je me suis trompé, d'accord, mais moins que les autres. Et vous prouvant son caractère, lors des événements de 1932, une visite dans son service du préfet de police, qu'il a mis à la porte, en disant « Il n'y a pas d'insurgés dans ces salles, je n'y vois que des blessés. » Belle image du concept général dans l'histoire qui nous intéresse. Quant à Jean Cruveilhier, mon troisième compatriote, quand il s'agit de la vie des hommes, l'ignorance est un crime. Méditez bien cette phrase et regardez ce médaillon en bas à droite que j'ai trouvé dans le bureau du doyen actuel de Limoges, où il était ignoré dans un placard et qu'on a remis à jour. L'évolution de la chirurgie maintenant, du 19e au 21e, c'est là l'essor. C'est ça qui est important. On va dans la science, mais attention à la conscience. Les progrès scientifiques, bon, je ne le dis pas, c'est la lutte contre l'infection. C'est l'antisepsie, c'est Velvet, c'est la sepsie de Pasteur, c'est les antibiotiques, la vaccination préventive, l'anesthésie, nous verrons une image tout à l'heure, la réanimation, les compatibilités tissulaires, les biologies moléculaires, voilà qui donne un essor considérable et qui permet aux chirurgiens tous les culots. C'est l'époque des grandes exégèses viscérales, à grands chirurgiens, grandes incisions, on y sert tout. On sort tout. On a fait les transplantations. Et puis maintenant, on en est arrivé à la chirurgie fonctionnelle, à la chirurgie réparatrice, et surtout mini-invasive, non dégradante. Les deux aspects particuliers, ce sont les prothèses implantables et la cyberchirurgie et la téléchirurgie, qui alors vraiment là nous amène dans le domaine futuriste. Mais les forces obscures de nos anciens ne sont pas disparues. Au XIXe siècle, vous aviez tous les miracles de Lourdes, les apparitions sacrées au XIXe siècle, qui continuent à croire et qui sont contrôlés par un comité médical. Ce sont les guérisons inexpliquées. À l'opposé, les forces obscures jouent aussi un rôle non appréciable. Pour le paysan limousin, il existe encore du diable, et il existe encore des sorciers, et il existe des rebouteux. Des livres y sont encore consacrés. Et pourquoi refuser l'ostéopathie, l'éthiopathie et le magnétisme? Nous n'avons aucune raison pour les exclure. Elles doivent être tenues en compte dans le concept, mais avec nuance, bien entendu. La Renaissance, après Ambroise Paré, qui a surtout concerné la chirurgie de guerre, on a vu une explosion intellectuelle. Et Jean Dorat, je ne peux pas ne pas vous le citer, qui a été un des fondateurs de Coquerel et surtout du Collège de France, de François Ier, a écrit qu'il y avait des problèmes existentiels, bien sûr, et il a traduit de la façon suivante, parlant du Limousin et du centre de la France, sous l'influence des séquelles celtiques,
la culture gréco-latine, l'invasion arabe, est venue humaniser ces sombres terres celtiques. Vous voyez comme tout se mélange, tout s'imbibe, tout se prépare. Et on arrive à Spinoza. L'homme peut-il vivre sans transcendance? Et Pierre Chirac, en 1730, fonde la Société royale de médecine. En 1731, c'est la confrérie de Saint-Côme qui devient l'Académie royale de chirurgie avec Maréchal, qui va avoir une influence européenne. Vous en avez vu tout à l'heure les premières images que vous a montré notre ami Richard. En 1774, Turgot remet en monnaie la Société royale de médecine. Bref, le concept continue à évoluer. Il y a les croyances, il y a les faits, il y a l'observation, il y a la réalisation chirurgicale des pratiques. Et dans tout ça, persiste le rôle humanitaire. Eh bien, je vous ai présenté le problème de la guerre de Vendée. Ça a été un des plus beaux exemples du rôle humanitaire des médecins, sans dissection de camp, sans distinction des maladies et des blessés, soigner tout malade. À la fin du premier millénaire, après Jésus-Christ, nous arrivons dans un domaine particulier, la médecine expérimentale, avec Claude Bernal. Retenez bien, l'expérience suppose de la métaphysique, il n'y a pas de philosophie sans connaissance. Cocteau, la science, la forme active de la poésie. Saint Augustin, le plus ancien, avait dit « L'esprit n'est pas constitué de matière, bien qu'il soit caché dans le fond secret de la nature. » Ça, c'est une phrase irréparable et que tout bon médecin doit savoir. Je ne vois pas, mais je constate, je pense, je soigne. Les pathologies prises en charge maintenant à notre époque sont évidemment les infections. Bon, nous passons les cancers, nous passons, ça devient énorme comme occupation, avec un fait nouveau, c'est la cellule tumorale circulante. Et puis, nous avons les pathologies particulières, notamment l'obésité. Je n'ai pas pu résister à vous mettre ce dessin humoristique. Et les maladies de l'environnement, les BPCO, l'amiante, et puis les maladies génétiques, et puis la dégénérescence neurologique et les maladies orphelines. En fait, tout est basé sur les faits avec déduction matérialiste de cause à effet, ce qui risque de délaisser l'humanisme en oubliant le pacte de soi. Rappelez-vous Hippocrate, la vie est courte, la science est longue, l'espérance trompeuse et la réalisation difficile. Effet moderne, la médecine d'urgence, rôle capital dans notre concept. Assistance ventilatoire, assistance circulatoire. Un nom capital, Cara, Maurice Cara, l'équipe mobile d'urgence, fondée en 1956, transport médicalisé des insuffisants respiratoires. Il se réfugie au SMUR de l'Équerre, et puis en 1972 se complète complètement le concept. SAMU plus SMUR, ambulance et transfert. Aéroporté si nécessaire. Alors maintenant reste non résolu l'accueil des urgences à l'hôpital. On sait aller les prendre sur place. On les amène vivants à l'hôpital. Mais à l'hôpital, il y a un double problème qui est l'attente par embouteillage. Alors, deux solutions. Le triage d'amont et l'évacuation d'aval.
Cela fait partie des discussions actuelles du concept. La maladie d'Alzheimer domine bien plus que la pathologie néonatale, qui pose des problèmes éthiques aussi. Faut-il s'efforcer de faire vivre des pauvres enfants? Mais la maladie d'Alzheimer est envahissante et menace la grande majorité d'entre nous. On peut arriver à améliorer, mais il ne faut pas croire, quoi qu'en ait dit certains, qu'on peut atteindre l'immortalité. Non, il y a de la longévité, mais ce n'est pas de l'immortalité. L'immortalité, à mon avis, ne peut pas exister. Dans le concept, il y a les aspects sociaux de la médecine. Vous les connaissez. C'est la médecine scolaire, le contrôle du carnet de vaccination, les dépistages, tout un tas de choses. La médecine du sport, la médecine du travail, qui a un rôle capital. La médecine pénitentiaire pour les détenus, mais je veux insister sur la médecine légale, puisque nous avons ici mon ami Jacques Hureau. C'est un rôle important, cette médecine légale, parce qu'on est de plus en plus en juridiciarisation et que on demande actuellement aux experts de définir la dangerosité du prévenu. C'est plus un diagnostic qu'on demande, c'est un pronostic. C'est impossible dans le concept que nous avons. Mais il faut quand même se résoudre à l'attaquer. C'est pourquoi Bureau avec Collier ont proposé l'étude groupée de formation commune, magistrats, avocats, psychiatres. Et c'est la seule façon de refaire dans ce nouveau moule une approche pour savoir qui est dangereux, comment il est dangereux et ce qu'il faut en faire. La médecine tropicale, c'est un très beau concept. Vous avez eu des très bien faits par Jean Tedini, mon ami Touche, que vous voyez là en bas. Elle s'est beaucoup occupée des maladies infectieuses et parasitaires, les classiques, les nouvelles. Mais à l'heure actuelle, ils ont en plus l'urbanisation, qui apporte ces autres maladies cardiovasculaires et de cancer. Alors, on la délaisse, cette médecine tropicale. Il n'y a plus personne, c'était les médecins militaires qui en étaient chargés. Maintenant, il faut absolument refaire une formation en médecine tropicale, pas enseignement post-universitaire, avec des médecins du terrain. Ce n'est pas de la théorie qu'il nous faut, c'est de la pratique. Il faut créer une école nationale, une fédération de recherche en médecine tropicale et un engagement politique de coopération internationale. Médecine humanitaire, autre aspect du concept, il y en a beaucoup. Et de tout temps, au Moyen-Âge, à la Renaissance, nous avons eu les hôpitaux, les moines. Après la bataille de Solferino, Henri Dunant a créé la Croix-Rouge en 1864. Et au XXe siècle, la sécurité sociale en France est une magnifique réalisation, malheureusement, en voie de saccage, si l'on y prend garde. L'association caritative, c'est une démocratie participative, il y en a partout. Et les ésotiers-mondes, alors. Je veux absolument citer les noms de Deloche, la chaîne de l'espoir, Francine Leca pour sa chirurgie cardiaque des enfants, et puis tous les centres qui ont été créés par nos amis Jacques Beaulieu et Daniel Gec au Cambodge, Dumurgie en Afrique, Pouria à Pékin en Birmanie. Et je vous signale un petit travail privé. Mon ami Jean Vergès, qui est en novembre, avec le père Florent de
Saint-Jean de Dieu, ont créé au Bénin un hôpital dont je vous ai mis ici l'aspect, qui est un exemple parfait de l'aide au tiers-monde. L'humanité existe, le médecin ne doit pas l'oublier. Toujours dans le même sens humanitaire, la catastrophe. Il y a 3 hommes qui ont travaillé pour la catastrophe. Huguenard et Larcan, qui en ont fait les premiers enseignements. Maurice Carac, que vous avez en haut à droite, que j'aimais beaucoup, qui a fait beaucoup, qu'on ne doit pas oublier. Et où la catastrophe est limitée, c'est un problème de ramassage. Où elle est majeure, et malheureusement il y en a de plus en plus à notre époque, c'est le problème du triage, c'est le problème de la création des cellules de crise et d'évacuation sur l'arrière, les plans rouges, les plans blancs. C'est très complexe, mais c'est prévu et on s'en occupe. 3 organismes spécialisés, le détachement interdépartemental, le détachement d'appui médical et la section civile hospitalière projetable. Vous voyez que les médecins ne se toquent pas les pouces. Les médecins pensent et les médecins poussent, mais les politiques, malheureusement, ne comprennent pas toujours. Médecine et armée, vaste programme qui nous a sauvés dans bien des situations difficiles et que je tiens à évoquer assez longuement. Les médecins régimentaires, ils font de la médecine générale, ils font de l'hygiène, ils soutiennent psychologique. C'est la base. Et puis les hôpitaux interarmés ont été capitaux dans le rôle médical. Le Val-de-Grâce, Bégin, Percy avec leur spécialité. L'édit royal de 1508 en a fait une institution de devoir d'État et d'idéal humaniste. C'est bien ça le concept. Nous ne nous trompons pas. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous mettre cette photo des fameux carabins rouges de 1803. La création de l'école spéciale militaire du Val-de-Grâce est de 82, mais surtout on a une direction centrale du service de santé des armées, une unification de l'ensemble des armées avec une direction centrale et 6 inspecteurs généraux. Et actuellement, au Val-de-Grâce se regroupent l'école d'application, les concours d'agrégation, l'accueil des médecins, malades civils, les personnels politiques. Et je crois que tous ces sigles que je vous ai mis résument bien leur rôle. Les infections contagieuses et la prévention, Yersin, Lavran, Hippolyte Vincent, la typhoïde en 14, la Croix-Rouge. La médecine militaire s'est beaucoup occupée du ramassage, du triage, du traitement immédiat d'urgence vitale. Mais elle a évolué au fil du temps et je vous mets ici Jean Minet, notre collègue, traumatologue à Bégin, dont il a créé le service, ancien directeur du service central et ancien chef de l'EMIR, cet immense machin de donner à soin d'hôpital transportable que nous verrons dans un instant. Surtout dans l'évolution des choses. La création nouvelle, c'est à côté du parage des plaies, le moyen de fixer les gros dégâts des membres avec un fixateur externe appliqué par Minet venant du service des Judées. Il l'a appliqué au service de santé. Et ça vous permet de transporter les blessés et de diminuer par conséquent la mortalité. De même, une autre nouveauté militaire, c'est l'intubation des troncs vasculaires sur place, bout à bout,
qui permettent d'évacuer en arrière. Tout le problème, c'est ça. Empêcher de mourir et évacuer en arrière. Bien entendu, le concept est celui de tous les médecins. Le respect du blessé, la notion de soins prioritaires, plutôt que la notion de soins de galon, l'inviolabilité des refuges, la première convention de Genève, la Croix-Rouge. Vous avez ici des salles d'opération de l'hôpital militaire déployé. En voici d'autres. Et vous voyez que la médecine a évolué selon les matériels. À droite, en haut, vous aviez du temps de l'empereur, l'ambulance de l'arrêt, puis les autochires, et puis le grand émir en bas et en haut, et les transports héliportés. Le concept est le même, soigner coûte que coûte, évacuer le plus vite possible. Sous l'influence actuelle des professeurs Pons et de Saint-Julien, de nouvelles conditions d'OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures en guérilla, font que la médecine est devenue une spécialisation, avec des spécialistes chirurgicaux envoyés en action. Et il y a toujours 3 éléments fondamentaux groupés: le réanimateur, le chirurgien viscéral, le chirurgien orthopédique. Et là, lorsqu'on a fait les comptes, on s'est rendu compte d'une notion de mortalité évitable. Et ça, c'est capital. Et tout actuellement, les statistiques militaires se basent là. Comment peut-on éviter la mort? En transportant vite, en évitant le saignement. C'est la seule façon de s'en sortir. Le soutien opérationnel des forces au niveau du combat, c'est ça actuellement qu'on veut faire. Sur le champ de bataille, l'évacuation rapide à l'arrière, l'arrêt de l'hémorragie. Voilà ce que nous apportent les médecins militaires. Et le directeur actuel de Bonn envisage en outre une mutualisation avec les civils en matériel, en hôpitaux, en matériel. Et c'est pourquoi je vous ai mis ces 3 éléments qui figurent là. L'astreinte technocratique, alors ça, c'est la plaie, c'est là où le concept est en permanence combattu. La liberté d'entreprendre est de plus en plus réduite. Il y a des normes, il y a des contrôles, il en faut. Des principes pour accréditer un hôpital. Très bien, mais n'exagérons pas. Les progrès scientifiques offrent des moyens fantastiques. Mais la complexité du financement et de l'organisation complique tout et souvent empêche les plateaux techniques. Un autre aspect particulier qui va contre notre concept, c'est l'impact facteur. Faire savoir que. Alors tout ceci, ça peut faire oublier l'humanisme. Et on voyait que la distance entre Rembrandt et la salle de chirurgie moderne, c'est quand même un monde. L'aspect social de la médecine rentre bien dans notre concept, mais il y a des difficultés budgétaires, politiques, individuelles. Le lien social, il existe. C'est la politique de santé. Mais il y a les inégalités sociales, le paupérisme, les addictions, comment voulez-vous les faire disparaître? Et les études épidémiologiques montrent toutes les lois de santé publique et les vaccinations. Et le rôle du contrôle par la JAS. Le principe est d'éviter les risques infectieux, toxiques, les effets indésirables du traitement. C'est pour ça qu'il y a une agence de veille sanitaire. Quoi que l'on dise, elle est nécessaire. Et je vous mets la fameuse pancarte main propre pour bien rappeler que c'est par là que se font la plupart des contagions. L'estimation de l'automédecine,
c'est le malade qui va apprendre à se gérer. C'est une action de démocratie sanitaire, l'éducation thérapeutique, dont a parlé Jaffiol récemment à l'Académie de médecine. Il faut estimer le malade, ce qu'il est capable de faire. Il faut former les acteurs sociaux, le médecin traitant, les spécialistes. Il faut avoir les moyens de communication, Internet, télé, médecine. Ça, c'est capital. Le but de cette automédecine, c'est la diminution de la consommation médicale. Apprendre aux gens à ne pas consommer. L'hygiène, la campagne de vaccination, les précautions d'antibiotiques pour limiter la résistance aux germes. Autrement dit, c'est une culture de formation et de communication. Alors les pratiques médicales au deuxième millénaire, nous y sommes là. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une hyper spécialisation qui est telle que, regardez la photo en bas à droite, cette patiente est ravie, tous les médecins, pour moi tout seul. Oui, mais lequel? Qui commence, comment ça s'articule? Il y a des problèmes. La féminisation des praticiens, 60%, n'est pas sans poser non plus de problème. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est la diminution du généraliste. Et il va falloir recréer un corps de médecine interne. Ce sont les déserts médicaux, et ça, c'est redoutable. C'est le dossier médical personnalisé qui pourrait aider, mais qui n'est pas encore réalisé pour des raisons de secret professionnel. Alors, vous me direz, l'exercice hospitalier, il est de plus en plus réduit, difficile. On éloigne le malade du médecin. Il en est de même dans l'exercice libéral. L'ordinateur s'interpose entre le malade et le médecin. Les réunions mangent le temps des médecins, qui ne sont pas donc assez occupés de leurs malades. Et d'une façon générale, un accroissement des maisons médicales, des fermetures, un recrutement accru de médecins étrangers avec des problèmes linguistiques. L'évolution est dramatique dans certains aspects. C'est l'évolution, ce que j'ai écrit, du sacerdoce à l'emploi. Les médecins veulent des vacances, les médecins veulent des heures de travail, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils doivent conserver la sympathie et observer pour éviter l'obsession du gain, ce qui à l'heure actuelle est un des gros problèmes. L'activité médicale est contrôlée, notre concept est bien bouclé, vous le voyez. Il y a de multiples conseils de l'ordre. Il y a le comité national d'éthique. Il y a l'agence régionale de santé et la haute autorité surtout. Elle n'a aucun pouvoir réglementaire, mais elle recommande les bonnes pratiques et elle définit les infections de longue durée. Voici à quoi aboutit le contrôle de l'activité. C'est que il faut une crédibilité de l'expertise, donc il faut être impartial à un haut niveau. C'est une culture de l'erreur, on doit chercher l'erreur et la faute pour ne pas la continuer. L'agence réseau, la continuation en recherche, autrement dit, Renaud de Saint-Marc, qui est l'ancien président du Conseil d'État et de l'Académie de médecine, a dit il s'agit d'une décentralisation des responsabilités de l'État. Bien sûr, on doit avoir aux agences, mais l'État stratège doit garder la main sur le système des agences. Autrement dit, ce n'est pas de créer une agence qui résout le problème, il faut surveiller. Alors notre concept scientifique, vous le voyez, entre Claude Bernard, Guillaume Dupuy-Trinquereau Crevé et Darsenval, on est revenu toujours au même point. Darsenval, en 1917, avait créé la section d'application des sciences et de l'industrie. Ça, c'est très important de tout regrouper. Il n'y a pas de barrière. Et alors, qu'est-ce que nous avons vécu ces dernières années? L'explosion de l'image, la révolution, on voit tout. Regardez cette image du cœur,
IRM avec toutes les artères. Et regardez en bas à gauche, la première anesthésie en 1845 aux États-Unis, à Boston. Tout ceci sont des révolutions, mais qui ne changent rien au concept humanitaire de base. Comment peut-on soutenir les actions? Il y a le soutien financier, bon, vous les avez, tous les gens qui aident. Il y a surtout le regroupement en grandes unités, l'IRCAD en haut à droite, et en bas la Pitié-Salpêtrière, l'Institut du cerveau, l'Institut du cœur. Tout ceci est très important pour avancer, surtout maintenant vers la cyberchirurgie. Mais attention, gigantisme, rivalité, que de risques ne fait-on pas courir à notre concept et à nos malades? Et là encore, Victor Hugo va nous aider. Vous qui cherchez à plaire, ne tuez pas l'enfant dont vous aimez la mère. Alors, Madame Pécresse, entre la recherche et la pratique médicale, il doit y avoir des interactions continues. C'est vrai, et il n'y a rien à ajouter. Il nous faut des équipes pluridisciplinaires, c'est évident. Le chirurgien n'est plus seul, le médecin n'est plus seul. Ingénieur, technicien, chirurgien, c'est un ensemble de choses pour faire des choses nouvelles, les transplantations, les prothèses, le robot, la téléchirurgie, et maintenant le cœur artificiel de Carpentier, dont je me souviens parfaitement, sa présence à Vaugirard dans les années 61. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Le concept est toujours le même. Comprendre pour savoir. On est arrivé à donc nécessiter maintenant pour enseigner et pour pratiquer comment on fait. Eh bien, il faut des plateaux d'entraînement, il n'y a pas de secret, ni sens si l'on fait. Notre ami Richard nous a très bien montré, il y a une ou deux séances, le problème des blocs opératoires. Là non plus, il n'y a pas à hésiter. Il faut des grands machins. Il faut que ce soit modulaire. Il faut que ce soit mutualiste. Le médecin n'est plus tout seul. Il faut travailler en commun. Et j'appuie à très bien attirer l'attention sur le risque de la chirurgie de l'image. Le chirurgien relégué dans son coin d'un immense bloc opératoire, il bricole dans son petit coin, le bloc est envahi par les machines et par les techniciens, mais alors, le roi de la jungle n'est plus qu'un insecte piqueur. Et si les machines se détraquent, quelle fonction? Pour quel chirurgien? Vous voyez qu'il y a encore à réfléchir sur l'éthique à notre époque. La recherche. Chapuis a bien montré que cette hypertechnicité faisait que le risque, c'est qu'il ne soit plus maître des machines. Le philosophe Dupuis synthétisait en laboratoire un organisme doué d'un génome artificiel, la dynamique technologique et l'avidité du marché financier, dernière composante redoutable, ne pouvant souffrir aucune limitation. Alors, en remplaçant le sacré par la raison et la science, on a perdu le sens thérapeutique. Les progrès scientifiques vont bouleverser ces complexes de formation. Le chirurgien devient un ingénieur de santé. Comment prévoir bénéfices-risques pour la société, pour l'individu? La puissance, sans la connaissance, peut faire naître l'arrogance, nous a dit Confucius. Notre ami Vincent Didier, Jean Didier, a dit que le risque d'effraction du psyché, créant un être supranormal,
à la merci d'une machine thérapeutique. Homme, où vas-tu? Homme, que fais-tu? Comment prévoir? Comment savoir? Le séquençage, alors là, c'est pire que tout. On peut faire n'importe quoi. Je vous le passe rapidement. Ce serait uniquement de la philosophie. Et nous en arrivons bien sûr. Que faire? Eh bien, le risque en bioéthique actuellement, c'est l'eugénisme. A-t-on le droit? C'est le racisme. À éviter, et pourtant, nous le pratiquons tous les jours. Et Mengele a bien pratiqué du racisme expérimental en tant que médecin. Et l'euthanasie, on n'a pas le droit, mais on l'a fait. Et l'accompagnement des mourants n'est-il pas préférable à l'euthanasie? Et la création d'un humanoïde, cette espèce d'homme créé de toutes pièces, avec assistance prothétique. Vous voyez l'exemple en bas à droite de ces jambes bioéthiques, logiques, qui marchent par la pensée. Il y a un contact de la pensée qui fait marcher ces jambes bioniques. C'est dramatique, c'est magnifique. Mais attention à ce qu'on fait. La médecine, aussi scientifique soit-elle, sera toujours un art et non une science. Ça, c'est mon ami Michel, président de l'Académie de médecine l'année dernière, et il a raison. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, la politique peut faire en sorte que la société soit organisée pour que s'exprime la dignité humaine. Peut, mais moi je dis doit, éviter que l'homme moderne, mu par l'ivresse de la démesure, donc par la peur et la convoitise, ne signe sa propre fin, a dit le philosophe Renoir. Et ça, c'est un des gros dangers. Autrefois, il y avait les familles médicales. Voici la mienne, vous voyez, sur 3 générations. Maintenant, c'est fini. On passe d'un siècle à un autre. Et passé, présent, futur. Qu'est-ce que ça veut dire à notre époque? Au fil du temps, par intuition, déduction, imagination, expérience, l'homme a appris à savoir, c'est la recherche. Il a appris à savoir-faire, c'est la technique. Et à faire savoir, c'est la communication. Communiquer des vérités, ne laissez pas croire, montrer ce qui est vrai. L'avenir n'a de sens que s'il s'en donne passé, disant Besson, et rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Quel programme, Marie Curie? Alors, nous devons regretter notre orgueil d'avoir abandonné les croyances mythiques du monde merveilleux, la sacralité de l'univers, l'humanisme et l'humanité, et cet aigle magnifique, transporteur d'âme de ce monde au paradis. De quoi demain sera-t-il fait? Science et vérité, la preuve par les faits. Jusqu'où? L'homme créature peut-il être créateur par orgueil? Est-ce que là peut-il supplanter Dieu? La science est capable du meilleur comme du pire. A dit Reeves, l'homme doit éviter de creuser sa tombe, a dit Schweitzer, et surtout le dernier livre de notre ami Jean-François Mattei, Où va l'humanité? Réfléchissez bien à ça, où va l'humanité? Nous pouvons faire, nous savons faire. De jour en jour, nous allons de plus en plus loin dans les technologies, mais attention, où va-t-on? N'oublions pas le pacte de soins singulier, n'oublions pas l'accompagnement de l'homme malade et mourant, n'oublions pas de contrôler nos technologies. Et en fait, retenez surtout que soigner le corps pour que l'âme s'y plaise, qui était la phrase de Saint François Sales, est quand même capitale. Je vous ai donc raconté tout ça
parce que je ne peux plus faire, je raconte, mais la vérité tue. Celle que l'on tait devient vénéneuse, a dit Nietzsche. Et maintenant, je veux vous remercier de votre patience. Je veux remercier tous ceux qui m'ont aidé. Et je vous livre les 3 A, en sachant qu'il faut bien penser avec un E pour bien penser avec un A. Communiquer, il en restera toujours quelque chose. Et surtout, n'oubliez pas de garder de l'humour, car c'est peut-être la seule façon de ne pas se prendre pour Dieu, de rester des médecins humanistes. Les techniciens, nous le sommes, restons humains. Merci. Bien, nous remercions beaucoup Pierre Vert de nous avoir fait cette présentation qui prépare depuis un certain temps.